on justifie. Mais le SPANC n'a pas ce pouvoir d'émettre cette non-conformité parce que les règles de l'art ne sont pas respectées. On est au forum des experts, yeah. Édition du 4-3, c'est le show. Au calme Barbarou, sous la pluie, on est dans le tech, voilà. Proposé par Jimmy de Steve Bobona. Nanana, nanana, tous les acteurs sont là. Nanana, pour l'assainissement. Donc le concept que j'ai mis en place au mois de septembre l'année dernière, c'est que une conférence par industriel qui dure 1 heure, c'est long, on s'ennuie, et moi je voulais en retirer l'essence. Le but c'est un peu de faire comme les comedy clubs. Les comedy clubs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des artistes qui défilent, ils ont 10 minutes, c'est l'essence qui sort, principale, et il reste le meilleur. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Là aujourd'hui, chaque industriel a 20 minutes, 15 minutes pour présenter la société, pour expliquer les choses positives, les nouveautés, peut-être des réglementations, ce que vous voulez. Et ensuite, je propose en général qu'ils essayent de faire un petit débat pour des petites questions pendant 5 minutes. Donc alors merci donc maintenant à tous d'être présents aujourd'hui. Ça va être une journée qui va être un peu speed, vous n'aurez pas trop le temps de vous ennuyer. À 15h, on va avoir les débats, donc avec Anthony Borel, que je vais lui laisser le micro pour se présenter. Et puis on va avancer parce que je ne vais pas vous retenir 3 heures. Juste à midi, je ferai la présentation du guide ANC. Donc j'ai fait un guide qui fait 250 pages, qui est assez complet. Je pense que c'est le plus complet qui existe aujourd'hui sur le marché. Il y a de la réglementation, il y a de la sensibilisation. Mais je me présenterai un peu mieux à midi. Et je vais laisser la parole à Anthony Borel. Merci Jimmy. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, donc Anthony Borel. J'ai 47 ans, je viens de Lons-le-Saunier dans le Jura, où je suis parti, où il neigeait. Je m'attendais à trouver le soleil ici. Bon, il fait plus chaud, mais le soleil il n'est pas encore là. C'est beau le soleil, on va dire ça comme ça. Que vous dire, je travaille dans l'assainissement non collectif depuis 99, ça fait un peu plus de 25 ans. J'ai toujours fait que ça. Et je pense que je sais faire que ça, avec une vision de l'ANC sous différents métiers. C'est-à-dire que ça soit par mes débuts, où il n'y avait pas de SPANC, hein. On parlait de services départementaux. Donc c'était les prémices des SPANC, c'était un genre de STANC, service départemental, où on travaillait notamment entre le métier de prescripteur et le métier de contrôleur. Et puis ensuite, j'ai évolué après une dizaine d'années au sein d'un fabricant, parce que je voulais vraiment côtoyer ce métier-là côté fabricant, la relation avec les installateurs, la relation avec les prescripteurs, la relation avec les distributeurs. Tout ça pendant 6 ans, et puis crise de la quarantaine, dirons-nous. J'ai trouvé que la France c'était beau, mais c'était grand, et que 80 à 100 000 km par an c'était trop pour moi. Donc j'ai voulu revenir travailler localement au sein d'une communauté de communes où j'habite. Et là, avec les élus, on s'est lancé un pari de créer ce qu'on a appelé un SPANC 2.0. Pour faire simple, un SPANC 2.0, c'est quoi? C'est des usagers qui étaient satisfaits à 27% du SPANC, autant dire pas grand-chose. 4 ans après, on est passé à 67%. C'est-à-dire on a modernisé l'exercice de la compétence. On s'est dit, le SPANC, ça doit être un service qui rend service à l'usager, utile et appréciable. Et de cette expérience-là, il y a eu pas mal de sollicitations au niveau national, des collectivités principalement, qui appelaient pour prendre des infos. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cette phase de 2 ans de préparation qui m'avait énormément plu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mon métier? Donc depuis fin décembre 2023, j'ai créé une société avec Consultance qui, à la base, a 2 casquettes. Une casquette de conseiller les collectivités sur comment moderniser cette compétence, mais pas que. J'accompagne aussi des industriels sur du développement produit, sur de la stratégie. Et puis, j'ai aussi créé un organisme de formation. Je suis reparti à l'école en me disant, c'est bien de connaître l'ANC, c'est bien d'en être passionné, mais comment on peut transmettre ça? Et donc, j'ai obtenu mes diplômes il y a un peu moins d'1 an. Et aujourd'hui, donc, je fais de la formation, aussi bien des installateurs, des bureaux d'études, des vidangeurs, des SPANC. Et j'ai souhaité étendre ça à ce qu'on appelle la gestion de l'eau à la parcelle. Je pense que demain, on ne devra plus être focus sur traiter ces eaux usées. On devra se poser les questions en disant qu'est-ce que je peux en faire une fois traité. Et puis on doit aussi se poser la question de l'eau de pluie en disant ce qui tombe sur la parcelle, comment je peux l'utiliser à bon escient. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc merci en tout cas à Sifré Obona pour l'invitation. Je vais me rendre le plus disponible auprès de vous, que ça soit
lors du déjeuner, que ça soit sur la plénière ou sur les pauses. Avec Jimmy, on a prévu en tout cas de favoriser au maximum les débats. Il y aura une intervention je crois, en milieu de matinée où je souhaiterais vous donner quelques données économiques sur le marché de l'ANC. Ça me paraît important, quelle que soit votre branche. Souvent, on oublie les fondamentaux. Du style, ça concerne combien d'habitants? C'est quoi le pourcentage de la population de l'ANC? Combien il se fait d'assainissement non collectif par an? Ou combien d'études? Combien il y a de SPANC en France? Quelle est aujourd'hui la typologie des filières? On parle de filières traditionnelles, de filières agréées, mais on sait à peu près ce delta. Voilà, donc il y aura cette forme un petit peu de données. On fera ça de manière assez ludique. Habituellement, on vous dit éteignez vos téléphones, mettez ça en mode avion. Ben, moi, je vous dirais l'inverse. Je vous dirais prenez vos smartphones, si vous les avez, et on fera ça sous forme d'un petit quiz, où vous scannerez un QR code. Et puis, j'ai pas encore discuté avec Jimmy ce que le gagnant aurait. Mais voilà, vous verrez, c'est assez sympa. Et puis après, il y aura différents thèmes. Et notamment, le but est de répondre à vos attentes. Je crois qu'il y a une majorité de prescripteurs aujourd'hui, et il y a souvent une question qui revient, c'est où s'arrête la prescription? Il y a les deux écoles, selon notamment certains syndicats. L'école de dire on est des prescripteurs, c'est à nous, en accord avec le particulier, d'aller jusqu'au choix d'une filière, et je dirais même si c'est une filière agréée, la marque et le modèle, en plus du dimensionnement ça va de soi. Et puis vous aurez la vision du prescripteur qui dira, moi je ne vais pas jusque là. C'est-à-dire que je vais m'arrêter à un type de famille, la famille des filières compactes ou des microstations si on est dans de l'agréé, mais je laisserai aux particuliers le libre choix de choisir parmi 2, 3, 4 ou l'ensemble des filières. Ben ça c'est un vrai débat qu'on pourra avoir et que chacun puisse s'exprimer sur comment il procède, jusqu'où il va. Et de là, on essaiera d'argumenter sur ce qui peut être intéressant de faire. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée à toutes et à tous. Donc je vais laisser la parole à la société Hydrodi, donc avec Patrick Divou. Bonjour à tous. Donc Grace, tu peux juste passer. Nous sommes une société basée à Roquefort, à côté, dans le 06, et nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits anti-odeur. Anti-odeur, anti-source d'odeur, recherche de fuite d'odeur, toute votre problématique. Nous existons depuis 2010, nous avons commencé tout petit, aujourd'hui on distribue dans les marketplaces et beaucoup aussi chez Cifreo. Donc je vais vous présenter notre gamme de produits un peu plus technique cette fois-ci, pour que vous compreniez la problématique. Notre boulot, c'est d'arriver après la pose. Donc le client n'est pas content, ça sent mauvais, pourtant la pose est super bien faite. Le problème n'est pas le terrassier, le problème c'est une déformation, un problème d'installation. Donc on essaie de nous contacter pour que le client soit content in fine, d'accord, et puis qu'il puisse payer ses 10% qu'il a réservé aussi. Donc le problème, c'est les conflits. Donc on a en plein milieu entre les voisins qui sont pas contents, qui sont sur je vais faire un procès. Donc on essaie un petit peu de calmer tout ça en proposant des solutions qui sont souvent pas onéreuses, rechargeables. On veut pas des gens qui soient captifs de nos consommables. Et surtout essayer parfois de même fabriquer certains produits sur mesure quand vraiment on trouve pas la solution. D'accord ? Alors le problème, je vais vous l'expliquer, vous le connaissez très simplement. Il y a une théorie très simple qui est de dire que lorsque le H2S est dégagé par les bouts, il est ventilé en rentrant par la primaire, qui se situe souvent dans le faux plafond, et en ressortant par la secondaire dans ce magnifique extracteur éolien statique conforme au DTU. Le problème, c'est que dans beaucoup de régions, il n'y a pas de vent. Donc vous voyez, c'est sûr, sur la côte atlantique, du côté de Marseille, on a le Mistral, tout ça, mais alors il y a des régions où il n'y a pas de vent, il y a des cuvettes, et il y a aussi le problème du thermique, c'est-à-dire que le vent se lève souvent vers 10h, 11h, lorsque le soleil commence à venir, le sol s'échauffe, les gens ils vont travailler à 8h. Donc à 8h du matin, tout le monde prend sa douche, brassage de boue, dégagement de gaz, l'extracteur statique, lui, il attend le vent peinard. Grâce. Et donc, en dessous de 5 km/h, on a essayé de faire des mesures, on trouve très très peu d'aspiration avec un extracteur statique. On a fait des mesures chez nous, on voit que la plupart du temps, il n'y a rien, il y a moins de 2 km/h de vent. Il y a des pics
lorsqu'on a un petit peu de vent. Mais grosso modo, l'été, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, il a fallu trouver une solution. Et je ne vous cache pas que le DTU, son but, c'est de faire de la ventilation par dispersion. Donc, le gaz est très concentré. Ce qu'on veut, c'est l'échapper là-haut. Le problème, c'est qu'il redescend. Il vient se coller contre une façade. Et là, tous les matins, lorsque la personne ouvre la porte, elle se dit « Oh putain, c'est pas possible, quoi, ça pue. C'est la faute de mon plombier, de mon installateur, du spank. » de tout, c'est toujours la faute de tout le monde. Donc on a développé un extracteur solaire qui fonctionne avec une grosse batterie lithium-ion, 4800 mAh. Le produit est fabriqué en France, c'est-à-dire que vous avez un gros panneau de plus de maintenant 5 watts qui permet en fait de s'adapter à des luminosités déjà plus faibles. Ce produit existe sous deux formes, il peut tirer les gaz, on parle d'un débit de 30 mètres cubes heure, et il peut aussi injecter des gaz qui va permettre aux filières compactes de se réveiller un petit peu. On verra, il y a beaucoup qui dorment, qui ne fonctionnent pas, qui ne sentent pas bon. On leur injecte de l'air, on peut même le tirer de l'autre côté. Ce qui veut dire que si vous comparez un extracteur solaire avec un extracteur statique, en fait, on a en permanence environ 39-40 mètres cubes par heure de débit. C'est comme si vous aviez du vent toute la journée. L'été, on arrive à obtenir près de 24 heures de fonctionnement, parce que le moteur consomme quand même 100 mAh. L'hiver, on va s'arrêter vers 2 heures du matin. D'accord ? Donc, mais par contre, vous avez au moins un tirage permanent tout au long de la journée à partir du mois d'avril environ. Le fonctionnement est très simple. En fait, on charge et le soir, on décharge. Aujourd'hui, on a modifié l'électronique pour avoir un système qui vient charger d'abord la batterie et l'envoyer ensuite sur le moteur. Donc, il ne faut pas s'étonner si le système ne fonctionne pas, il est en train de se charger. Arrêtez de nous renvoyer nos produits parce qu'il pleut ou il fait nuit, c'est normal, il n'y a pas de soleil. Le problème, c'est que donc, on a un petit conflit avec le DTU, c'est-à-dire que les gens posent ça et ils disent « Non, mais moi on m'a dit il faut que je sorte à 40 cm au-dessus du fêtage ». Et on dit ben, non, parce qu'il existe quand même une petite parenthèse en DTU qui dit que si on n'a vraiment aucune solution, c'est-à-dire si vous avez vraiment tout exploité les solutions, vous pouvez essayer d'en trouver une solution secondaire. Donc nos produits vont s'inscrire dans cette démarche-là, c'est-à-dire la solution secondaire. Notre extracteur, il est étanche, il permet donc de répondre aux problématiques qui sont oui, voilà ça. Donc, il vient répondre aux problématiques d'absence de vent, d'accord, aux coudes. Donc, c'est-à-dire que quand vous devez sortir sur plusieurs mètres, vous avez des centaines de coudes, ça ne fonctionnera pas. Aux maisons d'architectes, les toits plats, cela ne peut pas sortir à 40 cm, à 2 millions la maison, on ne peut pas se permettre d'avoir une verrue. Les sites classés, les murs de plus de 2 mètres d'épaisseur, bon, il y a énormément de problématiques qui ne peuvent pas être répondues avec, par un DTU. Okay, donc on a développé ce produit qui est l'Epuractif. C'est quoi? C'est très simple, c'est un extracteur solaire sur lequel on a 1,7 kg de charbon. Charbon, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la brisure pas chère, c'est du charbon, ce sont des pellets qui sont imprégnés de KOH, la potasse, qui va réagir au H2S, former un acide sulfurique et qui vient retenir les odeurs. Pour que les odeurs soient retenues, il faut que le gaz passe pas trop vite. Donc on a un calcul du débit qui fait qu'on a un captage des gaz avant de le reloger. Le produit est rechargeable avec un simple petit panier, vous l'ouvrez, vous jetez le charbon et vous recommencez. Ce produit vient se poser au plus près de la filière, à côté, et il répond vraiment à cette problématique. Il existe en solaire, il existe en 220 volts, donc vous avez vraiment tous les choix possibles qui vont vous éviter de tirer cette fameuse ventilation. Donc vous voyez, c'est très simple, on ouvre, on met du charbon, ça sent mauvais, on remet du charbon, on ferme, terminé. Donc on a une incrustation dans un jardin, maintenant il est couleur bois, il va sortir en noir, sera beaucoup plus discret, et il est livré surtout avec 2 doses de charbon. Grosso modo, on est maintenant sur des usages de 1-2 ans, donc nos clients nous rappellent après 2 ans, 2 ans et demi. D'accord ? 60 €, 2 doses de charbon, ça va. Ils arrivent, c'est vraiment pas cher. Donc on est spécialisé pour tout ce qui est, donc je vous l'ai dit, les coudes. On évite les coupures de réseau, les super jardins paysagers dans lesquels il va falloir faire une belle tranchée pour amener la ventilation. Ça coûte cher, les clients de toute façon ne veulent pas de cette ventilation en façade. Et surtout, on intervient aussi dans tout ce qui est site classé. Donc on a fait ainsi que les gros hôtels, bref,
tout ce qui est problématique d'odeur. Alors ça, c'est une magnifique maison qui est à côté de chez nous, vous voyez, donc on a sur une conformité DTU, mais alors au Bannet. Ah, quand on en est là, je ne sais plus quoi faire, là, En face de chez toi. Ça, c'est en face de chez moi. Celle-là, c'est la... Je sais pas, ils l'ont construit pour moi, je pense. Et les clients sont très contents, hein, à part qu'au niveau géométrie, c'est particulier. Voilà, donc on est là pour éviter ça. Et si vous regardez bien, il n'y avait pas vraiment de solution esthétique. Hein. Ce produit, les Puractiv, vous pouvez aussi l'avoir pour les microstations en pied de mur, ou lorsque certains spanks ne veulent pas les Puractiv, ben moi j'ai des clients qui prennent les Puractiv et ils l'explosent en deux. C'est-à-dire qu'ils prennent un épure d'un côté et l'extracteur solaire sur le sommet. Voilà, ils n'ont pas de problème d'odeur, on a une aspiration, on a une filtration. Lorsqu'on veut enlever le charbon, on enlève les clips, on jette, on recommence. C'est le top. Ok ? Pour les très grosses installations, donc là avec un épuratif on avait 8 EH, le maxi 16 EH, nous on fait jusqu'à 800 EH. D'accord ? Donc on va trouver des mini tours, on avait une au stand, avec l'Areos, 315 de diamètre, 400 de diamètre, là on travaille sur du 500 de diamètre. Donc vraiment, pour ça, en tant que fabricant, on dispose maintenant de plus de 35 imprimantes 3D, d'accord ? Petite taille, et des très grosses qui ont des volumes de 60 par 60 par 1 mètre. D'accord ? Donc on peut faire vraiment de très très grosses pièces adaptées aux besoins de chaque personne. Il faut bien comprendre que ce système, il est utilisé en dernier ressort lorsque vous avez une installation qui fuite partout. Donc l'hôtel est en train de perdre des clients, il a des mauvaises notes, il nous appelle et là on met ici une pompe d'aspiration et on vient mettre toute l'installation en dépression, on filtre et il n'y a plus de problème. D'accord ? La lampe solaire, très bien, c'est du même concept, on a un système IP54 qui va se déclencher sur un niveau haut, sans branchement, dès que vous avez un problème de poste de relevage. D'accord ? Donc c'est un produit qui est aussi fabriqué par nous, il sonne, il s'allume, on l'entend la lumière, ne vous inquiétez pas. Pareil, aucun entretien. On fabrique évidemment toute une gamme de petits filtres, les mâles, les mâles femelles qui évitent l'achat de manchons, et un produit injecté sur lequel on a 2 brevets, qui est compatible 100-110, et qui lui permet un montage en colonne. Alors, on voudrait vraiment vous préciser, ne comparez pas nos produits avec le filtre en carton, qui bouche. Le charbon, c'est pas la même qualité, on parle de notre produit qualitatif, ça c'est rechargeable, ça c'est garanti à vie, hein. Dans 20 ans vous nous le ramenez. De toute façon, si vous arrivez à le casser, c'est que vraiment vous avez roulé dessus. Et voilà, vous savez tout. On fait aussi des systèmes d'injection de fumée sous pression. J'ai une demande, c'est vrai que c'est pas sur le site. On fabrique des petits ventilateurs avec un fumigène qui permet vraiment de diagnostiquer. Vous l'avez chez Cifreo, c'est référencé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Des questions ? Parce que vous êtes des prescripteurs, c'est bien de choisir une filière, mais il faut savoir la dimensionner. Et là aussi, peut-être que si on fait un test, vous êtes d'accord à 100%, mais peut-être que vous ne l'êtes pas. Entre des modèles de 4, de 5, de 6, économiquement, ça a une conséquence. Ou alors, lorsque votre projet va devoir être validé par un SPANC, bah, c'est de se dire, cet âne-là, il ne va pas valider mon projet. Oui, mais cet âne-là, peut-être que la notion de pièce principale telle qu'elle est définie dans la réglementation, c'est pas la vôtre. Ou c'est lui, ou c'est erroné, et vous avez la vôtre. Donc on prendra quand même peut-être quelques minutes pour se dire comment on dimensionne sur ce qu'on appelle de l'unifamilial. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on l'a vu. Ça, je vais quand même prendre quelques minutes. On parlait filière agréée, nombre d'installations. Quand on vous disait globalement les 100 000, vous voyez ces chiffres-là, c'est à peu près ça. En orange, ce sont ce qu'on appelle les filières agréées, et puis en bleu, le traditionnel. Laurence, je crois, qui parlait, disait aujourd'hui les filières agréées ont pris la majorité par rapport au tradi. C'est effectivement ce qui ressort des chiffres. C'est dommage parce qu'à quelques jours près, j'aurais pu vous mettre les chiffres 2023, ce que je peux vous dire, c'est que la part des filières agréées par rapport au tradi augmente encore. Ce qui semble peut-être intéressant, c'est une diapo sur, ok, mais dans ces filières agréées, il y a différentes familles, il y a les microstations, il y a les filtres compacts et il y a les filtres plantés. Dans les microstations, on pourrait encore même faire le distinguo entre la culture de bactéries fixées et la culture de bactéries libres. Alors, en bleu, vous avez les filtres compacts. Là, vous avez la famille des microstations
culture libre, culture fixée confondue, et vous avez le filtre planté. Ça, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, dans le sens où... Adapté. Et c'est une question aussi, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux prévenir le bureau d'études qu'attention, on ne parle pas du produit qui est attendu? Ou est-ce que c'est pas du tout mon rôle? Et voilà, c'est une vraie question. Oui? Suite à midi, il y a des bureaux d'études selon les secteurs qui n'ont pas les mêmes attentes des SPANC. Moi, je pense qu'ils dépassent leur fonction. Quand, je prends mon cas, quand on va prescrire un kit irrigation, on va laisser la responsabilité au fournisseur de choisir la bonne pompe avec le bon tuyau. Parce que moi, je suis plutôt géologie, je ne suis pas dans l'hydraulique et les pompes, je discute avec les minérales aussi. Pour moi, ça me paraît d'une logique. Parce que le SAV, si la pompe est claque, bureau d'études géologie, je ne reprendra pas. Mais par contre, avec Mireille, c'est son domaine. Il sera à même de savoir pourquoi ça a claqué. J'ai retenu cette société avec des valeurs humaines, très attachées effectivement à l'humain. Et ça, c'est des choses qui me laissent pas indifférent. Je dis souvent que depuis le Covid, il faut vraiment remettre de l'humain au cœur de nos métiers. La journée d'aujourd'hui en est la preuve. On travaille tous dans le même bateau. Alors, certes, on a des profils différents, des métiers différents. Mais c'est bien de pouvoir mettre des visages sur des noms, d'avoir ces valeurs humaines. Donc voilà, je découvre, je ne veux pas en dire plus en tout cas sur ces produits-là. Mais encore une fois, l'ANC, on voit toujours traitement des eaux usées. Et de plus en plus, si on faisait le ratio au niveau des présentations sur le traitement, les process de traitement et ensuite récupération, réutilisation, on est quand même sur un certain équilibre. En tout cas, il n'y a pas d'écart phénoménal, ce qui montre bien qu'on s'intéresse aussi au devenir des eaux traitées. Qu'est-ce que l'on en fait? Alors moi, j'avais donc une petite question pour toi, Daniel, que je me suis posée, parce que comme justement vous êtes, c'est une société assez flexible, imaginons que tu aies 2-3 bureaux d'études qui te disent nous, le kit irrigation sous pression, ça va être bien, par contre, il faudrait peut-être améliorer ça ou ça, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place pour que tu aies un modèle qui puisse répondre à leur demande à eux, en fait? Oui, bien sûr. On est très friand de ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu des conversations avec différentes personnes, différents événements. Et j'ai appris des choses. Parce que nous sommes en contact avec des négoces à l'intérieur. Une remarque d'une amicale, donc d'une personne bureau d'études qui me disait, bon, tu as dit qu'effectivement donc il y avait un tuyau qui longeait les haies pour arroser les arbres, c'est tout à fait vertueux évidemment, mais ceci étant, donc il y a une réglementation, il faut se tenir à une certaine distance donc de la clôture parce que il y a une réglementation qui dit que on doit arroser mais à condition de ne pas être trop près de cette clôture. Donc il faut le savoir. Donc ce genre de choses-là, oui, on est prêt, nous, à faire une sorte de réunion, d'échange, où on peut s'apprendre de nos métiers, parce qu'on a besoin ensemble de s'améliorer tous les jours. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important de le signer. L'avantage d'avoir une société comme ça permet de justement voir un petit peu les problématiques qu'on peut avoir sans a priori. J'ai une question, alors cette fois c'est à toi Anthony. J'ai des fois des concurrents qui répondent avec des postes de relevage avec une pompe genre vide cave, ou même qui utilisent, mais pour la kit irrigation sous pression, ou qui utilisent même la sortie haute qui n'est pas prévue pour faire de la kit irrigation sous pression. Et les SPANC, ça bizarrement, ils le voient pas. Il y a des choses qu'ils vont voir et ça, ils le valident en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour surveiller ça ou... La réponse que je vais vous faire ne va peut-être pas vous convenir, mais non, encore une fois, je redis, un SPANC, service public d'assainissement donc collectif, il faut quand même s'imaginer que l'ANC, ça reste du traitement. Avant, notamment sur les anciens arrêtés, arrêtés de 96 jusqu'à 2009, vous mettiez un système de traitement. Si le fossé était à 2 mètres, vous aviez fait un filtre à sable vertical drainé, mais bien évidemment, vous aviez de suite au fossé. Il y avait 2 mètres à faire de tranchée, c'était une facilité pour l'installateur. Depuis, avec les arrêtés, on dit ça se passe pas comme ça. Si ton sol est supérieur à 10 mm/h, même si tu as ce beau fossé qui te tend les bras ou le réseau, il va falloir infiltrer. Donc, on a en fait passé ce côté de dire il faut infiltrer, mais on ne dit pas comment. Donc, si demain,
pour rebondir sur ce que tu dis, sur admettons un filtre compact, on a des dénivelés assez importants entrée sortie, avec souvent des pompes en sortie. Si cette pompe, en plus de relever l'eau, Et la gestion de l'eau. On est là pour avancer, pour se retrouver. On y par les idées, par l'envie d'échanger, construire ensemble, c'est l'essentiel. Partager nos forces. La seule chose qui va changer, c'est cette partie-là. Donc, admettons ici, on est sur une cube de 6000, on nous demande 3000 de régulation, les 3000 premiers ici, c'est pour de la régulation, et les 3000 ici, c'est du stockage. Donc, exactement les mêmes accessoires, filtre, partie électrique, électrovanne et ballon ici. Et toujours pareil, notre flotteur et notre pompe. Donc la mise en situation, il pleut. Donc toujours pareil, on va passer ici des sableurs, notre filtre. La cuve va monter en charge. Toujours le système de trop-plein, bien évidemment. Et donc ici, on va venir réguler. Donc si on schématise, on a notre permis de construire. Par contre, toute la partie ici, on va la conserver pour faire du stockage. Donc l'idée là, c'est vraiment de valoriser un petit peu l'implantation d'une cuve, parce que si on fait que de la régulation, ben en fait, on fait un ouvrage pour avoir une cuve qui va être toujours vide, alors que là, on va avoir la possibilité de stocker et d'utiliser l'eau pour la maison. Alors là, c'est pour la maison, on peut aussi le faire bien évidemment pour l'arrosage. Et donc le fameux électrovanne avec le flotteur. Donc nos différences de... Bonjour à tous. Donc je suis Guillaume, responsable commercial pour la société Plasto. Donc j'ai le secteur PACA Occitanie. Et donc, écoutez, on va parler de récupération d'eau de pluie. Mais pour commencer, pour se réveiller, j'ai aussi un quiz. Alors peut-être, il n'y a pas besoin de se connecter pour le coup. Alors il y a des questions qu'on a vues ce matin, on va voir si tout le monde a bien suivi ou pas. La première, combien, alors ça on l'a pas vu pour le coup. D'après vous, en France, combien de mètres cubes d'eau tombent en moyenne en France par an? 800 mm. De mètres cubes. Ah oui, mais 800 mm, ça fait 0,8. Par mètre carré, je veux dire. Non, non, en France, au total, combien il y a donc de mètres cubes qui tombent? Ah, voilà. Si tu as 800 litres. L'unité, peut-être, non? Alors, on va... Un milliard de mètres cubes. C'est 512 milliards. Ah, voilà. Donc, ça fait un petit peu d'eau. Donc là, l'idée, 512 milliards, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, vu les volumes, c'est énorme. Après, ce qui est intéressant à retenir, c'est que sur 100 mètres carrés de toiture, en moyenne en France, on peut récupérer 70 mètres cubes d'eau. Pour la région, ici, dans le sud de la France, on est plutôt autour des 50. La facture moyenne, normalement, celle-là, on a tous une idée, parce que malheureusement, on la paye tous. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous payez, vous? 5 euros et quelques. 300. 5 euros et quelques mètres cubes. Ok, vas-y, grâce si tu veux. Donc nous on est parti sur 500 euros. Encore une fois, c'est pas les 500 euros qui sont intéressants, c'est ce qu'on peut économiser en utilisant de l'eau de pluie, notamment dans la maison pour le WC, lave-linge et nettoyage des sols. On peut économiser jusqu'à 40% de la consommation. Alors celle-là, normalement, on doit la voir. La consommation en moyenne par jour et par habitant d'eau. Donc là, c'est au total. 200 litres. Aïe, aïe, aïe. 180. Oui, oui, oui. 150, 180. 150. Alors,
Après, ça Ce dépend. matin, on a dit, ce qui était jusqu'aujourd'hui 150, apparemment c'est un petit peu moins. Bon, voilà, encore une fois, si comme moi vous avez la chance d'avoir 2 enfants dont une fille de 20 ans, on est plutôt sur 300 ou 400 litres par jour. Ou une femme, professeur. Voire beaucoup plus. Combien de Français sont soumis aux inondations Plein. en pourcentage? 70%. Là, si tu veux. Ah, Hein, combien? J'en ai aucune idée. Ça dépend des jours. On ne le saura jamais. ça, c'est la question qui a fait. C'est le suspense. Donc c'est 40% du territoire Hein? où il y a des risques d'inondation. Et enfin, ça c'est un chiffre qu'on a gardé exprès donc de 2023. Sur 95 départements, combien sont soumis à une restriction d'eau? Donc ça c'est 2023, année de sécheresse. 40. Qui dit mieux? Allez, 50. 50. Ok, on va regarder. C'était 76 départements. Voilà. Plus ou moins les... L'idée de ce petit quiz, ben, c'est déjà qu'on se réveille tous, parce qu'on a bien mangé. Et c'est surtout de voir, ces chiffres-là, ça permet de voir les problématiques liées à l'eau de pluie. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et donc on va voir les différentes solutions que peuvent proposer Plasto. Donc Daniel, je te laisse la parole. Bonjour, donc je voulais vous dire d'abord que j'étais très content d'être aujourd'hui avec vous. C'est une occasion vraiment très agréable de pouvoir être avec des bureaux d'études. Bon, on rencontre avec les équipes souvent des entreprises de terrassement qui sont les clients de nos clients. On rencontre très souvent donc, nos distributeurs, bien sûr, au travers desquels on distribue nos produits. Et donc je dois remercier Jimmy donc, pour la qualité de cette organisation et franchement bravo parce que c'est quelque chose qui est non seulement utile mais en plus agréable. Hein. Merci. Donc je suis là pour parler de Technirel. Donc Technirel, on joue à domicile ici puisque bon, on travaille sur toute la France effectivement, mais nous sommes. Vous m'entendez là? Ça va? Vous m'entendez bien? Impeccable. Donc on travaille sur toute la France, donc on est un local de l'étape puisque nous sommes basés à La Ciotat, donc nous sommes nés ici il y a 22 ans, 22 ans? C'est pas vieux, hein, 22 ans, mais c'est déjà un âge de raison. En tout cas, donc Technirel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est une PME à dimension humaine, donc on est une trentaine de personnes basées à La Ciotat. On est hyper spécialisé dans un seul et unique domaine, on ne fait que du poste de relevage et rien que du poste de relevage. Ça, c'est notre métier. Donc aujourd'hui, donc, je ne suis pas venu pour vous présenter toute la gamme, parce que je n'ai que 35 minutes, c'est ça? Ah oui, 20 minutes. Donc je ne parlerai aujourd'hui que d'un point qui, je pense, méritait d'être abordé particulièrement avec les BE ANC, c'est notre système Iridrin. Donc je vais simplement dérouler qui nous sommes pour un peu plus. Donc aujourd'hui, les bases du relevage. Qu'est-ce que c'est que le relevage? Bon, ça on va faire court. Spank et BE. Où on est, nous, par rapport au BE, par rapport à la N, par rapport au SPANC et au BE, notre position, quelles sont les limites de nos responsabilités, quel est le rôle de chacun sur ce produit particulièrement. Et je parlerai bien sûr, pour arriver à ce Iridrin que certains connaissent, je crois, dans l'Assemblée, pour avoir échangé avec certains d'entre vous. Et puis, si vous avez des questions, ce sera un plaisir de vous y répondre. Ça, je ne le redis pas, je l'ai dit. C'est 5000 stations de relevage par an, donc autant domestique que collectif, une proportion à peu près de 30% de collectif et 70% de domestique, et c'est une tendance qui s'oriente aujourd'hui par rapport à la limitation des constructions. Forcément, le collectif prend un peu le pas, des brevets notamment. Notre célèbre station qui nous a permis de continuer à nous développer dans des périodes qui ne sont pas forcément faciles, c'est
le poste de relevage évolutif, Samirel Evo, que certains connaissent, donc, qui est évolutif de 1 pompe à 2 pompes. Et puis des valeurs d'entreprise, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas seuls sur le marché. Et en fait, ce qui fait, je crois que on se développe, on va voir les chiffres tout de suite, c'est un certain nombre de valeurs, je pense que l'on peut véhiculer dans une entreprise à dimension humaine, et c'est basé énormément sur le service. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est de répondre à votre besoin le plus rapidement possible et d'avoir autour de notre produit vraiment du service, parce que selon moi, 80% des raisons pour lesquelles on choisit Technirel, bon, bien sûr les produits doivent être bons, doivent être compétitifs en prix, évidemment, mais pas seulement, il faut qu'il y ait du service. Donc, et je confirme que c'est les meilleurs pour ça, ils sont très 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 forts pour le service après-vente, le moindre problème, ils sont toujours là à la minute. Merci, je développerai sur qu'est-ce que nous avons de particulier, de différent et d'unique au niveau de notre service après-vente. Donc ça, c'est l'évolution de l'équipe Technirel. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, de ça, bon, on était 5 personnes, nous sommes 30, donc nous avons bien développé sur un marché qui ne s'est pas forcément développé. Donc ça, c'est notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, vous voyez que par rapport à vous, là, je me sens pour beaucoup, donc vraiment un tout petit, donc il n'y a que des géants autour de nous. Mais on assume, on n'est pas complexé, on n'a pas de complexe d'infériorité. On est petit, on en est fier. Donc notre métier, notre ambition, c'est concevoir, fabriquer et aider nos professionnels à mieux promouvoir nos produits. C'est ça qui est important pour nous. Et dans toutes les configurations, bien sûr, et elles sont très nombreuses. Et on ne va pas les aborder aujourd'hui, elles sont trop nombreuses. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est notre couverture commerciale. Donc nous sommes présents avec des commerciaux terrain, bien sûr, et des commerciaux qui répondent tous les jours aux sollicitations des demandes de nos distributeurs. Donc une nouvelle usine, alors ça c'est vrai que pour ceux qui... Ou à peu près à 150 litres jour par personne. Donc on serait sur un volume de 750 litres qui serait rejeté en 2 fois dans la journée. Donc ça fait 375 litres. Sur votre partie, clairement, qui va être de dimensionner la surface d'infiltration, il faut quand même s'assurer que la zone d'infiltration puisse accueillir ces 375 litres. Petite précision, je pense, qui est importante. Bon, ça, c'est le coffret externe. Aujourd'hui, petit slide juste pour préciser que pour justement répondre à ce besoin de volume en sortie de microstation, clairement aujourd'hui on préconise notre tunnel. Voilà. Tunnel, pour information, qui est carrossable, qui peut se poser sur un endroit où les véhicules vont passer. Chez Graf, vous avez également, tout à l'heure je vous parlais du service études sur la Saule, vous avez également un service études pour l'assainissement. Donc on est capable de répondre sur des projets, on met ici jusqu'à 200 équivalents en standard, mais après sur mesure, on peut aller bien au-delà. À titre d'exemple, aujourd'hui par exemple, on est en train de faire une affaire avec un camping de 900 équivalents habitants. C'est des choses sur lesquelles on sait répondre. Tu peux revenir encore un petit peu. Voilà. Tout ce qui concerne les effluents, je dirais un peu particulier. Si vous avez un projet avec des analyses, vous pouvez nous les envoyer. Et aujourd'hui, on sera capable de répondre sur des projets type hôtel, camping, mais aussi ferme, chenil, c'est des choses qu'on sait faire. Récemment, on a répondu sur un abattoir, c'est des choses qu'on sait faire. Des brasseries, tout ce qui est domaine viticole, etc. Uniquement sur analyse, ou même si on n'a pas les volumes ou les volumes pour les avoir, il faut absolument que vous ayez des analyses, qu'il y a quelque chose d'existant. Alors, sur un projet, sur une création, effectivement, on a des fiches de détermination où on va pouvoir faire un estimatif. Voilà. Donc si vous n'avez pas, on pourra quand même répondre, parce qu'en fait, par rapport à l'historique, on a un certain historique qui permettra quand même de répondre. Idéalement, si on peut les avoir, si on est sur de l'existant, évidemment, mais après, si on ne les a pas, on va pouvoir quand même faire. Okay. Yes. Le petit nouveau chez Graf, que certains connaissent sous le nom de la monobloc, l'Easy Compact est sorti l'année dernière, donc c'est notre filtre compact, c'était un peu le trou à la raquette chez Graf.
Aujourd'hui, on est sur la version 4, si vous voulez, de la monobloc, avec quelques modifications. Disponible, voilà. Évidemment, pour résidence principale et secondaire, peu importe. Pour ceux qui ne le savent pas, on commence à 4 équivalents habitants. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de fabricants, en tout cas dans la gamme, qui commencent à 4. Aujourd'hui, on a une solution pour 4 équivalents habitants. L'Easy Compact est l'une des machines avec le plus faible emprise au sol du marché. La 4, pour exemple, fait 1,20 m de large sur 2,80 m de long. Okay. Et on passe à 3,80 m de long pour la 5 et 6 EH. Ouais. En termes de hauteur, si on peut passer au slide suivant. Ouais. Au niveau des dimensions, une cote qui est importante, je pense qu'il va vous intéresser. À l'entrée de fil d'eau, je suis à 1,40 fond de cuve par rapport à l'entrée. Okay. La machine, dans sa totalité, dans sa hauteur totale, pardon, fait 2 mètres. Mais vous avez, elle est rotomoulée avec déjà des réos. Vous avez sur la fosse Tuzzo et sur l'unité de traitement, vous avez déjà les rainures qui permettent au terrassier ou à l'installateur de découper et de redescendre tout ça. Il me semble qu'il y a même 15 cm qui sont télescopiques, non? Oui, tout à fait. Merci JP. Ouais, effectivement. Donc vous avez les réos, la partie noire qui est découpable, et la partie verte, vous avez un jeu supplémentaire de 15 cm, ce qui va permettre à l'utilisateur final de s'éviter un achat de réos qui souvent coûte clairement assez cher. Donc ça c'était sur la sortie gravitaire. Donc le matériel est disponible évidemment en sortie basse, mais aussi en sortie haute. Donc en sortie haute, nous n'avons pas de pompe intégrée, d'accord. Les Easy Compact en sortie haute est livré avec un poste qui vient ensembler et qui est à la même hauteur que la cuve. En fait, vous avez une garde d'eau ici. Viser l'excellence. On est au forum des experts. Édition du 4 8 23, c'est le show. Au golfe Barbaroux, sous la pluie, on est dans terre. Proposé par Jimmy de siffler Bona. Nanana, nana. Tous les acteurs sont là, nana. Nanana, pour l'assainissement et la gestion de l'eau. Les micros sont ouverts, les voix résonnent, les savoirs s'unissent, les débats fusionnent. Ici c'est du concret, pas de long discours. On va droit au but, on crée le futur. Édition du 23, c'est le show. Au golfe Barbaroux, sous la pluie. Alors bonjour, Rodolphe Godet de VO France. On est distributeur, fabricant de la conduite enviroseptique et un système de traitement des eaux, des eaux usées et d'infiltration aussi. Donc on va avoir l'occasion de parler de traitement d'eau usée individuel et collectif, mais aussi d'infiltration. Le produit VBO France, on est situé en Bretagne, on commercialise depuis 14 ans le produit en France. Le premier agrément, on l'a eu en 2010. C'est un produit qui est aussi qui est un avis technique, qui est sur la liste verte C2P des assurances techniques courantes. On a la chance de pouvoir distribuer le produit, bien sûr, l'origine de ce produit de la conduite enviroseptique québécoise. On a la chance de pouvoir distribuer le produit au Mexique, en Jamaïque, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au pays du Maghreb, au Sénégal, un petit peu partout dans le monde, et puis aussi en Australie. Donc là, on va revenir plus au sujet du jour, qui est le traitement des eaux usées. La filière enviroseptique est bien sûr une filière qui est agréée de 5 à 20 équivalents habitants, avec tous les agréments qui sont obligatoires en France. C'est un système un peu plus conventionnel ou qui ressemble beaucoup plus à des filtres à sable drainés. On a cherché à améliorer les performances épuratoires des filtres traditionnels. Donc en amont, vous avez toujours une fosse Tuzzo, un regard de distribution. L'ensemble de la distribution des eaux usées sont distribuées
dans la conduite enviroseptique. En fin de compte, la conduite, 20 minutes, c'est juste pour expliquer le fonctionnement. Je me rends compte que je suis obligé d'augmenter le rythme. Mais ça va le faire. L'idée est de pouvoir traiter les eaux usées dans la conduite. Pourquoi dans la conduite ? Par rapport à un filtre traditionnel, on comprend bien que le support des bactéries, c'est le sable. Notre idée est plus de concentrer l'ensemble des bactéries qui vont traiter les eaux usées dans la conduite pour qu'elles puissent bien travailler et que tout ce qui va circuler dans le sable, c'est de l'eau traitée et non pas de l'eau polluée. Fibertex, c'est un fabricant danois de géotextile. Géotextile, on en a déjà parlé. Sur plein d'applications, on en met sur beaucoup d'ouvrages pour séparer, filtrer les éléments. Donc vous nous connaissez, on va dire, vous nous connaissez sur la gamme géotextile très classique. Slide suivant. Voilà, sur des travaux routiers, hein, sachez que c'est cette application-là de séparation et anticontaminant qui est la consommation la plus importante en termes de volume sur le marché français. Gardez en tête qu'il y a 100 millions de mètres carrés d'applications comme ça qui sont vendues en France par an. Donc c'est relativement important. Slide suivant. Après, bien sûr, tranchée drainante pour maintenir le squelette du sol périphérique par rapport à un drain agricole ou routier qu'on mettra avec du caillou autour. Slide suivant. Bien entendu, après, des choses sur comment on gère sous un enrochement pour pouvoir avoir un bon comportement de filtre. Les îles Palmier, c'est 100% des géotextiles Fibertex pour info. Slide suivant. Bien entendu, des bassins d'orage, etc. Où là, on va avoir une application plus de protection de membrane. Donc ça, c'est très très classique. Et bien sûr, à plus haute échelle, avec des plus grosses profondeurs, des plus grosses contraintes sur des centres de stockage de déchets. Voilà notre gamme classique, certifié ASQUAL, certification qui parle peut-être à certains d'entre vous. Tout en haut, le premier tableau, c'est la gamme séparation-filtration très classique. Et en bas, la partie protection. Il y a de plus vertueux, nous allons pouvoir faire de l'infiltration directe. Si ce n'est pas le cas, nous mettrons un drain en partie basse et toute la surface qui aura été traitée en béton drainant sera capable d'emmagasiner de l'eau en un minimum de temps et de la restituer le plus lentement possible. L'idée est de laisser passer l'orage. Donc dans cette configuration, nous avons une capacité de stockage qui est de 100 litres au mètre carré. Comment on va dimensionner ? Eh bien, en fonction de sa sollicitation. Donc pour une zone piétonne, nous irons sur 12 cm d'épaisseur. Pour un parking, pour des particuliers, ça sera 15. Et un parking de covoiturage, donc parking covoiturage, limité à des véhicules inférieurs à 3,5 tonnes, une vitesse à 30 km/h. Nous monterons la structure à 17 cm, tout en laissant le passage occasionnel des poids lourds pour l'entretien des structures. Quelques caractéristiques techniques. Nous avons une porosité de 15% au minimum, une résistance à la compression de 10 MPa et une drainabilité de 30 litres par seconde par mètre carré. Vous retrouverez toutes ces informations dans notre avis technique, car l'hydromédia est sous l'avis technique de l'Hydrib. On fabrique des solutions d'étanchéité pour le bâtiment, l'environnement, et de l'étanchéité sur mesure en 2 ou 3 dimensions. 3 dimensions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire les remontées, le recouvrement des acrotères, par exemple, pour une toiture. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous concerne aujourd'hui, on peut faire des trucs très très pointus. On a un bureau d'études, on a un service recherche et développement, on fait vraiment des trucs très 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 pointus, je dirais au demi-centimètre près, sur des longueurs de 50 mètres par exemple. C'est bon. Donc la boîte a été créée en 96, on est 62 actuellement, peut-être un peu plus. 12 millions de chiffre d'affaires. On a un établissement à Saint-Turial qui est notre usine où il y a tout. Et à Tunis, on a juste le service phoning et le bureau d'études. D'accord? On travaille en France à l'export et c'est une boîte bretonne. Hein, c'est pas une boîte française, mon patron il veut dire breton. Vous savez comment ils sont. Merci. Donc principalement étanchéité préfabriquée en EPDM, sur mesure comme je l'ai dit, assainissement non collectif, produits fines du bâtiment. Pour les applications industrie, environnement, génie civil. Et il travaille sur 3 phases
la sédimentation primaire, l'oxydation biologique et les filtrations avec une lampe UV. C'est un produit qui est entièrement auto-nettoyant, donc l'entretien c'est vraiment simple. On doit seulement changer le filtre membrane une fois par année et on doit le nettoyer avec une hydropolytrice. Et c'est un produit qu'on a pensé pour les nouveaux habitations parce que les lois, on a déjà l'expérience en Espagne. Les lois vont être très dures sur la récupération des eaux grises. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Bonjour tout le monde et merci à Chifé Bona pour la possibilité pour être ici. Excusez-moi le mot français. Merci. Voilà, donc Starplast est une société récente puisqu'elle a été créée en 2007 et c'est une société personnelle, familiale presque et avec quand même toute une série de produits qui touchent à l'eau. Donc aussi bien les eaux claires que les eaux grises que les eaux noires. Donc on a tout à l'heure le panel donc des couleurs de l'eau. Voilà. Est-ce que je suis... Oui, c'est bon pour vous. Ok. Alors vous nous excusez parce qu'on a un PowerPoint qui a été récupéré par Fabio et on n'a pas le même. Donc on va interpréter si vous le voulez bien et si vous nous accordez votre indulgence. Bien. En ce qui concerne les produits, on en a parlé rapidement, c'est-à-dire... Oui. Voilà, donc on travaille sur également tout ce qui est plastique avec évidemment... Est-ce que vous voulez dire un mot sur la fabrication de nos produits ou pas? Non. Bon. Je ne le mets pas à l'aise. Pas de problème pour comparer. Proposé par Jimmy de Cifré Bona. Nanana, nana. Tous les acteurs sont là, nana. Nanana, pour l'assainissement et la gestion de l'eau. Les fabricants partagent leur vision, leurs projets. Voilà, bonjour, Fabien Brel, Société ATE. Alors, j'ai pas trop l'habitude des micros, des fois ça se décale, donc voilà, soyez indulgents. Voilà, donc la société, je vais vous présenter la société ATE, qui est une société qui a été créée dans les années 2000. Voilà, donc on propose des solutions, on est spécialisé dans le drainage des fondations, dans l'évacuation des eaux claires et des eaux d'assainissement dans le domaine extérieur du bâtiment. Et puis on a aussi développé des systèmes d'infiltration des eaux. C'est ce qui va nous occuper surtout aujourd'hui. Donc la société ATE donc, est basée en Mayenne. Tout ce qu'on fabrique, évidemment, c'est de la fabrication française du coup. On travaille sur toute la France et une bonne partie de l'Europe. Donc comme je vous disais, on a été créé en 2000, ça fait maintenant 20 ans, ça date un peu, ça va faire 25 ans qu'on existe et qu'on a un petit peu d'expérience dans le domaine de la gestion de l'eau. Voilà, donc ATE, c'est un site de production de 8000 m² où sur ces sites vous allez trouver l'atelier d'extrusion, c'est-à-dire que les tubes sont fabriqués par extrusion, que ce soit les tubes fendus, percés, j'allais dire pour faire du drainage, ou les tubes pleins pour faire de l'évacuation. On a un atelier d'enrobage aussi. Cet atelier d'enrobage nous permet de mettre ce qu'on veut, j'allais dire, autour des tubes percés. On peut faire des enrobages géotextiles, des enrobages fibres naturelles, des enrobages fibres synthétiques. Et on verra tout à l'heure un petit peu les usages de ça. On a un atelier d'injection aussi qui est dédié à la fabrication de nos raccords qu'on va mettre sur les tubes à joint. Voilà, et on a 50 000 m² de surface de stockage. Ce qui permet de répondre en temps et heure à la demande de nos clients. Voilà, donc ATE, c'est une
comment dire, on consacre pas mal de temps à l'innovation et on a un atelier de développement RD. Une assistance technique, donc ça c'est plutôt mon domaine, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas nos applicateurs dans la nature, on est capable de leur apporter des conseils et de leur dire comment installer nos produits. On a aussi un laboratoire interne de contrôle, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on sort des tubes qui ont des classes de résistance et on va les tester chez nous au niveau de l'écrasement, au niveau de la déformation, au niveau des chocs. Voilà, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un système d'infiltration des eaux. Alors que ce soit des eaux de pluie ou des eaux après traitement, mais on n'a pas de solution pour faire le traitement des eaux d'assainissement. Donc on est toujours après un système de traitement, on a soit des eaux claires, soit des eaux traitées. Voilà, donc le principe du système d'infiltration... Fabien, c'est bien que tu le refasses et tu ne mettes pas la cuvée de doigts, parce que je ne fais pas des doigts. Je préfère que tu pardon, non mais je pense que c'est pas tout à fait, alors là, ça a été trouvé, désolé, là, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui m'occupe des voilà, donc je retire ça m'a fait mal aux yeux. Ouais. Je suis vraiment désolé, je savais même pas, parce que alors tout ce qui est avant mes tubes, je m'en occupe pas trop. Donc, déjà j'ai caché qu'il travaillait avant chez Eloi Water. Ouais, je te remercie, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, mais c'est ça, c'était la séquence nostalgie. Voilà, c'est ça. Bon, désolé donc du coup. Sachant que voilà, donc aujourd'hui on est face à des problèmes liés à la ressource en eau et c'est vrai que le contexte, j'allais dire général, est à la gestion de ces eaux pour la réinfiltrer au maximum dans le sol pour préserver la ressource, c'est-à-dire qu'on va venir plutôt infiltrer les eaux que les injecter vers des réseaux qui sont déjà saturés, que les collectivités ont du mal à redimensionner, ou des fossés. Le problème des fossés, c'est que ces eaux vont prendre de la vitesse et on va avoir des problèmes de crue en aval. Voilà, donc il y a de fortes incitations pour revenir vers l'infiltration. Ce qui est favorisé, c'est évidemment l'infiltration à la parcelle quand on a de la place. Quand le sol le permet, parce que aujourd'hui, si on est sur un sol argileux, notamment un sol argileux à retrait gonflement, il y a quand même des soucis, il faut faire attention à ce qu'on fait. On va réinjecter de l'eau, mais on va essayer de ne pas le réinjecter trop près de la maison, donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc notre produit, c'est un tube de diamètre 200. Pourquoi un tube à diamètre 200 ? Parce qu'on a fait une optimisation entre la surface de contact qu'on veut obtenir et avoir un minimum de stockage à l'intérieur du tube. Par moment, ça permet d'avoir un effet tampon. L'installation se fait, je disais tout à l'heure, après des systèmes qui viennent traiter les eaux ou après sur les systèmes d'eau de pluie. Ce tube, c'est un tube qui est en résistance SN4, donc voilà, qui permet d'avoir une résistance quand on l'enfouit. On a la particularité d'avoir un enrobage qui permet de faire une pose sans gravier, sans géotextile. Ça, c'est notre savoir-faire, c'est la spécialité d'ATE. On a développé une fibre donc, qui va avoir exactement la même conductivité que si on a un enrobage gravier. On va avoir une fibre qui va remplacer le géotextile en offrant une filtration beaucoup plus ouverte. Donc, dans le cas de l'infiltration, l'avantage, c'est qu'on va avoir un meilleur échange avec le sol. On va permettre aux éléments fins qui sont toujours mobiles dans l'eau de pouvoir ne pas être stoppés, qui donc vont pouvoir être lessivés et évacués vers l'extérieur. Donc, c'est l'avantage de cette fibre-là, c'est qu'on va optimiser l'interface entre le sol et notre tube. Voilà, désolé, je passe vite sur cette diapo. Donc voilà, donc on a un tube qui est à perforation renforcée, c'est-à-dire qu'on a une double perforation par rapport à un tube classique. Je vous l'ai dit, on est sur un diamètre de 100 mm pour faire un petit peu de stockage tampon. On a des enjeux qui sont particulières aussi, qui permettent d'avoir une bonne résistance au niveau, je le disais tout à l'heure, d'être CR4 sur ce tube-là. Et la fibre donc, qui est particulière permet, comme je vous le disais, d'avoir une conductivité hydraulique identique à celle du gravier et une bonne filtration.
Voilà, donc pour le dimensionnement, on a un outil que je vous invite à aller voir sur notre site, notre site qui est pas mal fait, on a accès là-dessus. On travaille évidemment à partir de la perméabilité du sol, là-dessus il n'y a pas de secret. Et on prend en compte les éléments classiques. Vous verrez sur notre site, je ne vais pas vous exposer tout ça parce que ça prend quand même du temps, mais j'ai compris qu'on avait un temps limité. Donc on prend en compte les éléments de l'environnement, c'est-à-dire ce que va produire par exemple dans le cas d'un système d'assainissement automatique, autonome, on va prendre les éléments de rejet et puis la perméabilité du sol, comme je vous disais. On rajoute des coefficients qui vont venir, par exemple, il y a une notion de pluie exceptionnelle sur le site qui permet de prendre en compte aussi un petit peu la pluviométrie qu'on va avoir sur le site, de façon à anticiper le fait que le sol pourrait se saturer sur des pluies. Voilà. Donc bon, je passe sur le dimensionnement, et puis je suis à disposition si vous voulez qu'on discute de la façon dont on dimensionne mieux le système. On préconise un écartement de 80 cm entre les barres. Voilà. Donc, le tube renforcé, je vous l'ai expliqué, ça reprend ce qu'on voit dans le fascicule 70 sur les hauteurs d'enfouissement de tubes et leur résistance, en fonction de leur résistance. Voilà, bon, après vous avez le système de mise en place en respectant là aussi un petit peu ce qui se fait dans le fascicule 70, sachant qu'on est sur du domaine privé et pas du domaine public, donc c'est pas tout à fait la même. On prend souvent quelques libertés par rapport à ça. Voilà, donc on peut poser soit sur un terrain en pente, soit en plat. Donc voilà. On a des systèmes, on est sur un diamètre de 100 et après on utilise des systèmes classiques, sachant qu'on a sur nos barres un manchon qui est un diamètre de 100 et qui revient sur des accessoires classiques. Donc voilà, assez facile à installer. Bon, il vaut mieux avoir des systèmes de ventilation, hein, on a des meilleurs écoulements, donc on laisse le choix aux gens d'installer ce qu'ils veulent au niveau système de ventilation. Voilà, donc là c'est une recommandation pour aller un petit peu jeter un œil à l'intérieur de vos systèmes une fois installés. Ça demande un petit peu d'entretien comme tout système. Il ne faut pas oublier qu'on soit dans du drainage ou autre. Il faut absolument faire un minimum d'entretien et de vérification. On a des regards, ça s'appelle des regards parce qu'il faut aller jeter un œil dedans. Et voilà, donc là c'est une inspection d'un tube qui est installé depuis 4 ou 5 ans. On voit qu'on a un tube qui reste quand même opérationnel dans le temps. Voilà, donc je disais, on peut faire aussi un système d'infiltration des eaux de pluie. On vient souvent en complémentarité d'autres systèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des cuves tampons, on va avoir déjà des systèmes de stockage style casier, on peut venir après ces systèmes-là pour renforcer l'infiltration, c'est-à-dire que si on a un système de stockage, nous on arrive pour disperser. Après, c'est un petit peu notre philosophie, c'est-à-dire que nous on déconcentre finalement l'eau et on essaie de la répartir un maximum sur une surface pour rétablir une espèce de transparence par rapport à ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont étanchées, on va les stocker et après on va les disperser grâce à nos systèmes d'infiltration. Voilà, je passe. Hop, hop. Voilà, et on a aussi là un système de calcul à partir de la méthode des pluies. Certains d'entre vous connaissent le principe. Donc le système de calcul est bâti sur la production d'eau liée aux précipitations et après à la perméabilité du sol. Voilà, apparaissez sur notre site, vous n'hésitez pas si vous voulez voir comment fonctionne le système. Voilà donc un exemple de système installé où nous on peut avoir une fuite autorisée vers le réseau, on a un système de stockage avec une fuite aussi en dessous d'infiltration et nous on vient renforcer. Voilà, ça c'est un cas de figure d'installation de notre système infiltratif. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de notre système
Infiltratube. Oui, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis après, de toute façon, je serai disponible pour vous donner de la documentation. Voilà, vous m'entendez? Alors, moi je suis le marchand de béton de l'État, c'est un père des RPTP qui utilise pas mal nos produits d'ailleurs. L'idée, on va passer, donc fabricant de béton, donc c'est une société familiale qui a de 3e génération. On est basé sur le sud principalement, avec aussi une usine dans le nord. Donc on a 6 usines de production, Vers-Pont-du-Gard, Fréjus, Nîmes. On monte à Saint-Lubas et Vigny dans le nord. Alors, l'idée c'était de parler en fait des gestions des eaux de surface. En tant que marchand de béton, les 2 thématiques qui vont être, qu'on travaille depuis quelques années et qui vont être prégnantes pour nous, c'est la décarbonation. Alors, pour la période RTP, on s'en fout un petit peu pour l'instant, mais dans la partie gros œuvres, donc les agglos, les bâtiments, ça devient de plus en plus fréquent et il va falloir décarboner. Alors décarboner, ça peut être, vous voyez, des agglos qu'on utilise, en fait, comme on ne met pas beaucoup de ciment, il ne faut pas trop le dire, mais on ne met pas trop de ciment, il n'y a pas trop de carbone. Sauf que quand vous les maçonnez, eh ben, vous avez 1 cm de mortier, et là par contre c'est bourré, parce que le mortier est plein de ciment. Et parce que la petite histoire, c'est que contre-intuitivement, quand on a des éléments gros, il ne faut pas beaucoup de ciment pour les enrober par rapport à des éléments petits où il y a besoin de plus de laitance. Donc, plus de ciment. Donc voilà, l'idée, alors, on en arrive à, dans la partie gros œuvres, on va beaucoup parler de décarbonation, et dans la partie, entre guillemets, TP, ça va être la gestion des eaux de surface. C'est-à-dire que l'idée, en général, quand l'eau tombait, c'est qu'on la canalisait, on vend des caniveaux, on en est très content d'ailleurs, mais c'était de la ramener dans des évacuations. Là maintenant, l'idée ça va être de, on va passer, on va montrer des photos, donc justement ces eaux qui descendent, il va falloir qu'elles aillent à la verticale, par gravité, qu'elles descendent, et qu'elles descendent dans les sous-couches. Tac. Donc comment on fait? On peut avoir des enrobés drainants d'ailleurs, on peut avoir des bétons drainants. Nous on a développé, alors on n'est pas les seuls, et puis ça fait quand même quelques temps que ça existe de façon générale, mais nous on est rentré bien dans le système, dans le sens où on peut avoir des pavés drainants. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont écarteurs. Tout le monde a vu les pavés autobloquants, c'est bien, ça a ses avantages, on peut rouler dessus, sauf que ça ne laisse pas passer l'eau. On est obligé de les remettre dans l'évacuation. Là on a un écarteur de 1,5, on peut les avoir aussi de 3. L'idée c'est que quand on a mis ces pavés, il suffit d'avoir un sable style de 4 et on a une capacité au mètre carré de 3 litres seconde. Après il faut savoir aussi comment c'est fait dessous, parce que voilà, on peut la stocker en surface, on aura au moins 3 litres mètre carré seconde de captation d'eau. On peut avoir, alors là c'est tout nouveau pour nous, on s'est associé en fait avec des gens qui ont eu la bonne idée, des marchands de plastique qui sont un peu nos ennemis de façon générale, mais là pour le coup, ils ont fait des sortes de cagettes qui permettent, vous en voyez souvent dans les Leader Price ou autres, tous les extérieurs sont faits avec ces cagettes qui permettent de recevoir des pavés. Eux c'est des marchands de plastique, nous on est marchands de béton, donc on leur a fait des pavés, donc on a une gamme de pavés qui peuvent, on a de gros espoirs que de plus en plus on va enlever de l'enrobé pour mettre ce genre de produit à la place. Donc on sera en association pour le coup, parce que c'était nos ennemis, les marchands de plastique pour le coup, mais on sera en association avec eux. Ça c'est une pause, puisque c'est moins culturel. Alors nous on a une usine dans le Nord, nous ici c'est vrai que le pavé c'est pas trop notre style, moi j'habite à Nice, bon c'est pas trop notre délire le pavé. Mais dans le Nord, ils posent, vraiment, ils posent des centaines de milliers de mètres carrés, c'est énorme. Donc ça viendra, combien de temps ça mettra, je ne sais pas, mais ça viendra. Donc, ouais, super. Est-ce que j'en ai pas le nom avant? Juste, alors, là c'est, voilà, hydrocile. Alors, certains, RPTP on a posé d'ailleurs, hydrocile c'est un cylindre, c'est juste la petite aparté, c'est un cylindre béton. Alors, on ne l'a pas inventé, c'est le CIRI, le Centre de recherche du béton, qui a inventé ce produit. Donc l'idée c'est que quand on veut stocker les eaux, on a 1000 produits, vous en avez sur mon regard, et le ballast c'est même le plus simple, peut-être le plus écologique, puisque on met un géotextile, on balance en quelque temps, les pousses cailloutées et ça, mais on a 30 et 40% de rétention d'eau. Parfois on se retrouve coincé dans des opérations. Alors on peut utiliser ce genre de cylindre qui a été inventé, il a 60, et puis là il est tamponné, certifié conforme, il a 60% de rétention d'eau.
ça peut se retrouver dans des opérations où vous utilisez ce genre de produit. Par contre, bon, c'est pas visitable, ça a tous les avantages, ça a certains avantages, mais pas tous. Ok, donc voilà, bon, ça c'était pour vous donner la forme du produit. Là aussi, on revient sur l'idée de la DEL. C'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir des produits simples, donc ça passe vite. Hop, on passe. Voilà, et c'était la technologie en fait de la voirie et du Sénat. Alors la gamme qu'on développe nous, ça s'appelle Silao. On a un peu sympa comme nom. Voilà, on regroupera tous nos produits sous ce label. Avec Cifreo Bona, nous avons un partenariat. Donc merci Jimmy pour les avoir tous fait venir. Franchement, c'est super. C'est bien de pouvoir se faire connaître et vous rencontrer aussi, vous parler de nos produits. Donc merci d'être là à tous. Merci vraiment et d'être encore là. Surtout. Ouais, merci et d'être encore là, ouais. Donc le partenariat avec Cifreo Bona et avec vous aussi, puisque en fait on est là pour la réactivité, c'est-à-dire répondre aux offres commerciales. On a un bureau d'études, bien sûr, marketing, etc. Production, les délais de production, nos délais de production sont de 4 à 10 jours dans toute la France, 4 à 6 semaines sur des projets semi-collectifs, donc sur mesure, bien sûr. L'expérience, donc notre expérience dans le traitement des eaux usées, c'est 60 ans sur le marché avec la biodisque. Je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, la biodisque. La biodisque est vendue dans le monde entier, en fait. C'est un produit qui est vendu de partout. Et le réseau, le maillage raisonné avec les distributeurs, donc nous avons choisi Cifreo. Pour Cifreo Bona, on leur demande la disponibilité des produits. Donc mes produits sont disponibles chez Cifreo Bona. On leur apporte la formation et l'accompagnement sur le terrain s'il faut. Et bien sûr la légitimité par la spécialisation sur l'ANC pour prendre des parts de marché. Et avec vous aussi. Voilà mes produits. J'ai même une question à ce sujet, puisque j'ai eu le tour. Alors c'était dans le 13, c'était une belle bâtisse. C'était une belle bâtisse et le problème c'est que le SPANC refusait de poser un épure actif et elle m'expliquait que en fait, elle mettrait une réserve, que je pouvais, qu'après derrière il revenait le faire et qu'elle dirait rien, mais qu'elle ne pouvait pas l'accepter puisque c'était au fournisseur, à l'industriel, quand il dépose son agrément et qu'il doit marquer, pas forcément conforme au DTU 64.1, mais qu'il faut que ce soit spécifié par exemple pour qu'on puisse proposer l'épure actif et autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un produit qui a quand même tout son sens quand on a un toit 4 pentes ou autre? Donc je voulais avoir ton avis par exemple sur ça. La question de la ventilation, elle revient souvent. Alors, en assainissement non collectif, il faut savoir qu'on a une obligation de moyens. À l'inverse du collectif, on a une obligation de résultat. Je m'explique. Souvent, la réglementation nous dit qu'il faut tel ouvrage dimensionné comme ça. Et après, que ça sorte clair ou noir, vous n'avez pas d'aspect de non-conformité. En collectif, on ne vous dit jamais il faut une lagune, il faut des filtres plantés de roseaux, et on vous dit il faut un niveau de rejet de X. À partir de là, vous allez mettre la technologie qui va bien, et c'est chacun qui va s'engager. Donc la ventilation, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des ventilations, il y a un schéma très général, mais on n'adapte pas forcément à ce qui a pu être présenté, c'est-à-dire est-ce que en termes de vent, des régions d'implantation, on en prend en compte? Non. Donc il y a la ventilation, c'est un sujet qui fait toujours débat. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un SPANC, la Bible du SPANC, c'est pas le DTU, et ça ne le sera jamais. C'est-à-dire que une collectivité territoriale, elle a un code général des collectivités territoriales qui va lui prédire un peu ses grandes missions. Et dans ces missions, la maîtrise d'œuvre, ça n'existe pas. C'est des cas très rares. Ce qui veut dire qu'un SPANC, sa Bible, ça va être un arrêté ministériel. Il en a 2 à sa disposition, on va même dire 3. Il a un arrêté général qu'on appelle un arrêté contrôle qui va balayer tous les systèmes d'ANC. Important, ANC, ça veut dire quoi? Ça veut dire dès lors qu'on est sur du domaine privé. Donc, si vous retenez ça,
vous avez compris ce qu'était qu'un ANC et un assainissement collectif. On parle souvent d'une histoire de taille, en disant mais on peut avoir tout à fait que 2 maisons à partir du moment où le système d'assainissement est sur du domaine public, c'est de l'assainissement collectif. Et à l'inverse, vous pouvez avoir 5, 6 maisons avec un assainissement qui est sur du domaine privé. On parle d'assainissement non collectif. Donc, le SPANC, il a un arrêté contrôle des ANC de 0 à 200. Et puis après, il va avoir 2 arrêtés techniques qui vont vraiment un petit peu aller détailler ce que l'on attend, qui vont être fonction de la taille du dispositif. De 0 à 20 équivalents, ça va être un arrêté de 2009 modifié 2012. Et puis dès lors qu'on va être à 21 équivalents jusqu'à 200, c'est un arrêté de 2015. L'arrêté dit quoi? Il va dire que le système d'assainissement doit être équipé d'une ventilation d'une primaire et secondaire située et ES située en hauteur. Ça, la réglementation, chaque mot a son importance. La virgule a son importance. Et quand on discute avec des SPANC, je leur dis, est-ce que vous pensez que le législateur, il aurait oublié le EES? Donc première question, est-ce qu'aujourd'hui la primaire doit être montée en hauteur? Est-ce qu'une primaire située sous des combles ou est-ce qu'une primaire avec un clapet, est-ce que c'est réglementaire? Donc ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a l'arrêté qui va être très général et qui lui ne parle pas de 40 cm, ne parle pas d'extracteur. Et vous avez un DTU qui va fixer les règles de l'art, qui lui va être beaucoup plus précis, va amener des distances, va amener des équipements. Ce qui signifie qu'un SPANC, à partir du moment où, pour répondre à ta question, on va avoir ces 2 ventilations situées en hauteur, et la définition hauteur d'un point de vue juridique est dès lors qu'on est sur une toiture, quelque chose où on ne peut pas accéder sans un outil, sans une échelle. En pluvial, c'est ça. Lorsqu'on parle de récupération d'eau de pluie, une terrasse, on peut marcher dessus, on ne peut pas récupérer cette eau-là. Par contre, dès lors, une cabane à chien, ça ne marche pas. Mais dès lors que, en sautant, on ne peut pas accéder sur le toit, qu'il vous faut une échelle, on est sur ce qu'on appelle une notion de hauteur. Donc, réglementairement, on doit avoir une ventilation primaire et une secondaire, avec situé en hauteur, et je vous dis le situé et E. Donc, lorsqu'on a ça, fêtage, pas fêtage, extracteur ou pas, le SPANC va émettre un avis de conformité par rapport à l'arrêté. Ceci dit, ça reste des personnes qui ont des connaissances en ANC, ils sont là pour conseiller l'usager. Ce qu'ils devraient faire, c'est signaler dans leur courrier, mais pas émettre une non-conformité. C'est-à-dire que dans le cas où on n'a pas une ventilation au fêtage avec notre extracteur, le courrier du SPANC devrait être, d'après les éléments observés sur le terrain, la filière de monsieur X est conforme à une prescription technique. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'entre le chantier observé et les règles d'art fixées par le DTU, la ventilation n'est pas vraiment tout fêtage, l'extracteur, etc., etc. Mais c'est une information à un usager. Et c'est à l'usager de dire ensuite auprès de son installateur pourquoi vous n'avez pas fait ceci. Et l'installateur va peut-être de justifier. Je ne peux pas le faire pour X raison. Ou peut-être vers vis-à-vis du prescripteur. Si un prescripteur a jugé qu'on ne pouvait pas aller sur un fêtage avec 40 cm un extracteur, c'est qu'il y a peut-être une raison. Vous êtes des professionnels, donc on justifie. Mais le SPANC n'a pas ce pouvoir d'émettre cette non-conformité parce que les règles de l'art ne sont pas respectées. Les règles de l'art, il faut bien se dire qu'elles serviront en cas de litige. En cas de litige entre un installateur et un usager, un expert, il ne va pas chercher à comprendre. Hein. C'est-à-dire que la réglementation, lui, c'est pas son truc, ça va être règle de l'art. Et à partir du moment où on n'a pas respecté le DTU, il y aura une part de responsabilité qui sera recherchée chez l'installateur. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'un SPANC peut le formuler sur son courrier, mais en aucun cas, ça peut être une non-conformité. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question. Alors, oui, donc dans la continuité, si le particulier donc justement est demandeur justement d'avoir cette solution, que le terrassier et que tout, par exemple, tout est concorde, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est quelque chose de dégueulasse qui va passer, comme on a la super photo qu'on a vue tout à l'heure pour le voisinage, etc. Mais que le SPANC dit non, moi c'est comme ça. Quel recours on a du coup de ce fait? Parce que là c'est le recours, il est encore une fois très clair, c'est que le SPANC doit contrôler par rapport à des prescriptions techniques d'un arrêté. On peut relire avec lui l'arrêté et lui dire trouvez-moi
où est inscrite cette notion de 40 cm de fêtage, etc. On ne l'aura pas. On en parlera aussi cet après-midi, mais ce qui fait aussi débat, c'est les règles d'implantation. La seule distance que vous trouverez dans la réglementation, c'est les 35 mètres d'un puits de captage pour l'eau potable. La règle des 3 mètres et des 5 mètres, encore une fois, c'est dans des documents qui fixent des règles de l'art. Mais si demain, on doit se mettre qu'à 2 mètres d'un arbre, parce que c'est l'arbre centenaire, et que c'est pas possible d'y toucher, ça ne peut pas être une non-conformité vis-à-vis du SPAN. Le problème qu'on a dans le 06, c'est qu'on a des SPAN qui refusent des installations parce qu'il faut un type de caillou silicieux issu d'une seule carrière. Ça coûte une fortune en extraction, en transport. Donc la solution d'ATE, c'est une révolution parce que ça évite justement ces spécifications. Et on a plein de BE qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas y aller, ils sont réticents. Et pourtant, le coût pour l'installateur, donc pour le client final, aujourd'hui c'est colossal. Hein. Un champ avec un fractionnement de charge, pas d'accès, de la brouette à chenille, enfin, il faut voir. Hein. Le 06 c'est très compliqué. Et c'est pas le 83 où il y a de la place, on peut arriver avec le 19 tonnes, avec le 3 tonnes 5, ça coûte une blinde. Et ATE c'est une solution, mais ça bloque. Pourtant c'est le client final qui paye. Chez nous, une installation c'est 13 000, 15 000 euros, ça va jusqu'à 20 000 pour plus de 3 000 litres. Alors que mes amis du 04, on me parle de 8 000, 10 000 euros. Alors, je vais dire une petite chose. Non, juste pour dire que c'est récurrent, l'approvisionnement en granulat aujourd'hui, ça pose pas mal de problèmes. Techniquement, quand on veut soit faire du drainage ou faire de l'épandage, on est censé utiliser un gravier roulé lavé. Et ça, c'est de plus en plus rare. Il y a de moins en moins de concessions qui sont autorisées, donc ça devient la vraie problématique. Donc moi j'ai eu cette discussion justement avec le directeur David Lemaître de chez ATE, puisque en fait j'ai travaillé anciennement, avant de revenir chez Cifrobona, je travaillais 10 ans à Monaco et j'ai aidé le développement du produit qui est le Batifibre. Et en fait, comment dire, quand il est sorti, je pense qu'on était sûrement les premiers clients et on en a vendu mais des kilomètres et des kilomètres au drainage périphérique de maison. C'est en diamètre 100, d'accord. C'est une fibre amalgamée, il ne faut pas confondre, c'est pas du géotextile. Et en fait, c'est un produit donc effectivement qui n'est pas cher. Et en 10 ans, je n'ai jamais eu un seul litige. Et en fait, quand je suis arrivé chez Cifrobona et que j'ai vu qu'on en vendait, j'ai fait ouais, vous n'avez jamais eu de litige non plus, etc. Et donc quand ils m'ont présenté l'infiltratube, j'ai posé la question à David Lemaître. J'ai fait mais comment ça se fait que tu ne développes pas plus que ça? Enfin moi j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Et il m'a dit non, mais c'est parce qu'on a fait comme le Batifibre, en fait, c'est une société française qui a 20 et quelques années. Le Batifibre, ils l'ont lancé, ils ont attendu, et en fait, quand ça a généré suffisamment d'argent, ils ont passé donc l'avis technique, etc. Et il m'a dit donc pour l'instant, nous, l'infiltratube, on le laisse faire comme ça. De toute façon, la fibre qui a eu l'avis technique, c'est la même qu'il va y avoir sur l'infiltratube. Donc, ça viendra. Bon, donc c'est un gros travail de manque de préco, je pense, aujourd'hui, hein, mais c'est la stratégie qu'applique aujourd'hui ATE. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une petite structure tout de même. D'accord. Donc tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote personnelle. Quoi. Et puis par rapport à la question du SPANC sur l'infiltration, il faut quand même avoir à l'esprit, enfin j'allais dire, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est un peu dur, mais un SPANC, par rapport à ses arrêtés, va vérifier un process de traitement et va vérifier que le mode d'évacuation des eaux correspond, c'est-à-dire soit de l'infiltration dès lors qu'on a des vitesses supérieures à 10 mm/h, soit un rejet possible, un exutoire. Mais il n'a aucun critère technique, en tout cas dans son arrêté, qui va lui permettre de dire il me faut X mètres carrés ou il me faut tel linéaire. Les sachants, c'est vous, je dis vous parce qu'il y a une majorité de bureaux d'études, et c'est vous, par vos connaissances, votre expérience, qui allez dimensionner, soit vous êtes rapproché d'un fabricant, soit vous avez votre propre connaissance en termes de géologie, en termes de pédologie. Mais le SPANC ne peut pas avoir une feuille de dire, ben non, là, c'est 10 mètres carrés d'infiltration, vous en avez prescrit 5. Alors, oui, il peut avoir ses connaissances avec des abacs, en disant, le bureau d'études fait une préco à une dizaine de mètres carrés d'infiltration, alors que moi, pour du 5 équivalent habitant, je serais plutôt à partir à 20-25. Mais je serais curieux de savoir comment il va justifier via un courrier signé par un élu, comme quoi la filière d'assainissement proposée, et quand on dit la filière d'assainissement, c'est le traitement et l'infiltration, ne correspond pas aux prescriptions techniques. On n'a pas le temps, mais si on parcourait l'arrêté, vous ne trouverez pas de valeur de prescription technique de dimensionnement.
il n'y a que ce seuil de 10 mm/h. Monsieur, c'est clair. Donc pas d'inquiétude. Hein, alors je ne vous dis pas que demain les SPANC n'iront pas vérifier les systèmes d'infiltration, on n'en est encore pas là. Hein, si vous avez suivi un peu l'actualité de ces derniers jours, pas plus tard qu'hier, il y avait quand même un amendement qui était voté pour supprimer les visites, enfin, les contrôles des SPANC sur des installations de plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros le SPANC était réaffecté sur des missions que sur le neuf, mais ne se souciait plus des maisons existantes. Cet amendement a été rejeté hier. Ceci dit, il y a eu comme un petit séisme dans la sphère ANC, parce que ça remettait en question, en tout cas, l'existence de SPANC, et notamment ça bouleversait un petit peu les missions, l'équilibre financier, etc. À 16 heures, des débats pour mieux avancer. Un guide, des cadeaux, un DJ, une chanteuse, et pour clôturer, on lève nos verres ensemble, on va trinquer. Restez jusqu'au bout, y'a tant à gagner.